Qu'est-ce que la pleine conscience? On va commencer à détourer ça parce que c'est vraiment important. Mais avant, on va faire une petite analogie. Si en faisant la vaisselle, nous ne pensons qu'à la tasse de thé qui nous attend, ou que nous nous dépêchons donc de faire la vaisselle comme si c'était une nuisance, alors on ne fait pas la vaisselle pour faire la vaisselle. D'accord? En plus, nous ne sommes pas vivants pendant le temps où nous faisons la vaisselle. On est préoccupé en fait. En fait, nous sommes totalement incapables de réaliser le miracle de la vie lorsque nous sommes debout devant l'évier. Si nous ne pouvons pas faire la vaisselle, il y a de fortes chances que nous ne puissions pas non plus boire notre thé. En buvant la tasse de thé, nous ne penserons qu'à d'autres choses, à peine conscients de la tasse que nous avons entre les mains. Nous sommes donc aspirés dans le futur et nous sommes incapables de vivre une minute dans le présent. C'était une histoire racontée par Thich Nhat Hanh. En termes simples, la pleine conscience signifie simplement être conscient de ce qui se passe en vous, c'est-à-dire des pensées qui entrent dans votre tête, des émotions que vous ressentez, de la sensation ou des vibrations que vous ressentez dans les différentes parties de votre corps. C'est un processus si simple que chaque être humain peut observer dans son corps tout ça. Mais il est devenu notre tendance à savoir ce qui se passe dans le monde, être présent à ce qui nous entoure. D'accord ? Vous l'aurez compris, grâce à la technologie, on n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour le savoir. D'accord ? Il nous suffit d'écouter un petit signal sonore pour que ça attire tout de suite notre attention et ça tout le temps. D'accord ? On n'éteint jamais nos smartphones. D'accord ? Et nous ne souhaitons pas non plus manquer une seule notification ou une alerte sur nos téléphones. Parce que nous voulons être constamment au courant de ce qui se passe autour de nous. Si toute cette conscience extérieure crée un encombrement dans votre monde intérieur et que vous ne pouvez pas observer ou ressentir vos propres pensées, vos émotions, vos sentiments, ok, c'est que vous n'êtes pas en pleine conscience. D'accord ? Et ça, c'est important. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les travaux de Hélène Langer, qui est une chercheuse à Harvard. Et je vous parlerai de ces travaux parce qu'ils sont vraiment intéressants. Maintenant, si vous voulez bien, on va examiner quelques définitions du terme pleine conscience. D'accord ? L'un des dictionnaires que j'ai, je crois que c'est le Robert, définit la pleine conscience comme la pratique consistant à maintenir un état de non-jugement, c'est-à-dire une conscience accrue ou complète de ses pensées, de ses émotions ou de ses expériences à un moment donné. D'accord ? Je pense que c'est une bonne définition. On va voir maintenant les origines et la philosophie, parce que comme vous le remarquerez, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué, la pleine conscience a attiré l'attention des masses au cours des dernières décennies. Et c'est généralisé grâce à des avantages scientifiquement prouvés. Mais le concept de pleine conscience, c'est vieux de plusieurs siècles. Alors, bien qu'il ait été limité à un plus petit segment de la population et qu'il était plus particulièrement suivi à des fins parfois religieuses ou spirituelles, si vous voulez bien, on va jeter un rapide coup d'œil sur le passé pour comprendre la genèse et les différentes philosophies autour de la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience remonte aux premiers enseignements du Bouddha. Le lien entre la pleine conscience et le bouddhisme est établi dans le texte ancien, connu sous le nom de Sasyapatthana Sutta. Okay, et d'ailleurs, on parlait du discours de pleine conscience. Okay, le mot sati signifie pleine conscience. D'accord ? Et le Bouddha, il y énonce un ensemble d'instructions sur la pleine conscience qui vont guider le praticien à accorder une attention particulière à 4 aspects différents, ou ce qu'on appelle les fondements de l'expérience. D'abord, 1. La pleine conscience du corps. Par exemple, ma respiration. D'accord ? Ensuite, la pleine conscience des sensations ou des sentiments. Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme expérience émotionnelle ? D'accord ? Le 3e niveau, c'est la conscience de l'esprit. C'est quelles sont les pensées, cette fois-ci. D'accord ? Et après, le 4e niveau, c'est l'attention au contenu mental. Quel type de contenu mental j'ai ? D'accord ? En fait, on va revenir sur chacun des 4. Le premier fondement de la pleine conscience du Bouddha, c'est le corps. Okay ? Ça inclut la respiration. Et c'est pas une coïncidence si plein de pratiques modernes de pleine conscience commencent par se concentrer sur l'un de ces aspects, qui peut être la respiration, le corps ou les deux. D'accord ? Pour les bouddhistes, la méditation de la pleine conscience et le vipassana sont à peu près sur la même ligne. Ça veut dire, la communauté médicale appelle méditation de la pleine conscience. D'accord ?
elles sont identiques dans la mesure où toutes les deux sont des pratiques d'observation de la montée et de la descente. Ça veut dire quoi? Alors qu'un bouddhiste reconnaîtrait la perspicacité développée dans une méditation, un non-bouddhiste va vous décrire probablement un effet thérapeutique, par exemple une amélioration des compétences, de la maturité dans le travail, du fait que sa colère intérieure se baisse. Donc c'est important de noter que les pratiques modernes de pleine conscience sont souvent enseignées en fonction de leur lien avec le bouddhisme. La pratique de pleine conscience, elle est souvent décrite comme une forme d'entraînement mental, et ça peut être aussi une manière utile et précise de la comprendre. D'accord? Autre chose, la pleine conscience a un lien avec la méditation. C'est une perspective de la méditation. D'accord? La pleine conscience, telle qu'elle est entrée dans le courant dominant du monde occidental, avait principalement un but thérapeutique. C'est un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui en 1979-80 a suscité l'application des idées et des pratiques de la pleine conscience en médecine. Il a lancé le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience. Mindfulness Based Stress Reduction. D'accord? Le MBSR. Le but, c'était de traiter les maladies chroniques avec ça. Et ces pratiques de pleine conscience s'inspirent principalement des enseignements du monde oriental, en particulier des traditions bouddhistes. Mais la manière d'expliquer, elle est entièrement revisitée. Dans son livre Wherever You Go, Jon Kabat-Zinn en fait décrit son point de vue sur la pleine conscience et il dit à peu près ceci: quand on parle de méditation, il est important que vous sachiez qu'il ne s'agit pas d'une activité cryptique bizarre. Ça, c'est une croyance populaire, d'accord? Il ne s'agit pas de devenir un roi, des zombies, une espèce de légume, ou quelqu'un de hyper égocentré, d'accord? Ou quelqu'un qui contemple son nombril, d'accord? La méditation consiste simplement à être soi-même et à savoir quelque chose sur qui cela est. Ça veut dire quoi? Il s'agit de prendre conscience que vous êtes sur un chemin, que cela vous plaise ou pas, à savoir le chemin qui est votre vie. La méditation, en fait, elle peut nous aider à voir que ce chemin, que nous appelons notre vie, a des directions, qu'il se déroule toujours instant après instant, et que ce qui se passe maintenant, à cet instant, influence ce qui se passe ensuite. D'accord? Donc, quel est le principal objectif de la méditation pleine conscience? Si vous prêtez attention à ce qui se passe dans votre corps, vous remarquerez qu'un courant de pensée, d'émotions circule dans votre esprit à chaque instant de votre vie. Vous pouvez comparer ce courant de pensée et d'émotions à une rivière qui coule, mais qui déborde et se déchaîne parfois à un autre niveau. L'un des principaux objectifs de la méditation, c'est de nous aider à apprendre comment sortir de ce courant et l'observer depuis la rive. D'accord? En nous exerçant à sortir du courant, tout en l'observant et en le faisant de manière constante, nous renforçons les muscles de notre esprit. Ça nous aide à avoir beaucoup plus de chances de contrôler toute émotion, que ce soit l'impatience, la colère ou la honte qui menacent de nous emporter. La méditation, c'est le processus par lequel nous approfondissons notre attention et notre conscience. On va les affiner et on va les mettre en pratique dans notre vie. C'est exactement ça. D'accord? Et pour ça, vous devez approfondir le pourquoi. Jon Kabat-Zinn, il commence par une question très pertinente avant que vous ne commenciez votre pratique de la pleine conscience. Il recommande vivement de clarifier d'abord le seul but ou pourquoi avant de développer toute forme de pratique de méditation. En clair, il est pratiquement impossible et de toute façon insensé de s'engager dans une pratique quotidienne de méditation sans avoir une idée de la raison pour laquelle vous le faites. D'accord? Sans avoir une idée de sa valeur dans votre vie, de la raison pour laquelle elle pourrait être votre voie, et pas seulement un autre basculant sur des choses qui pourraient être imaginaires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le principe clé pour une pratique efficace de la méditation, c'est d'avoir un point d'ancrage pour votre attention. Donc d'abord, posez-vous cette question, je vous pose cette question. Pourquoi vous auriez intérêt à pratiquer la pleine conscience dans votre vie? Si ça devait nourrir un objectif, ce serait quoi? Autre chose, le principe clé pour une pratique efficace de la méditation, c'est d'avoir, comme je vous l'ai dit, un point d'ancrage pour votre attention. La pleine conscience a besoin d'un point d'ancrage.
Imaginez par exemple qu'un bateau soit ballotté par les vagues de l'océan. Pour maintenir le bateau au même endroit, le capitaine il jette l'ancre. La même chose s'applique à notre esprit. Si nous voulons garder notre esprit au même endroit, nous devons jeter l'ancre. Et le souffle, c'est l'un des meilleurs qui soit. Ça veut dire quoi? Une autre métaphore des anciens textes de Pali s'explique en comparant la méditation au processus d'approvisionnement des éléphants sauvages, d'apprivoisement des éléphants sauvages. À l'époque, la procédure consistait à attacher un animal nouvellement capturé à un poteau à l'aide d'une bonne grosse corde solide. Quand vous faites ça, l'éléphant n'est pas content, il crie, il tire contre la corde pendant des jours, et au bout d'un moment, il réalise qu'il ne peut pas s'échapper, et il s'installe. À ce stade, vous pouvez commencer à le nourrir, à le manipuler avec une certaine sécurité, et finalement, vous pouvez vous passer de la corde ou du poteau, et entraîner votre éléphant à diverses tâches. Vous avez maintenant un éléphant apprivoisé qui peut être mis au travail. Dans cette analogie, l'éléphant sauvage, c'est votre esprit, d'accord, hyperactif. La corde, c'est l'attention, et le poteau, c'est notre objet de méditation ou notre ancre, c'est-à-dire notre respiration. L'éléphant apprivoisé qui émerge de ce processus est un esprit bien entraîné, concentré, qui peut ensuite être utilisé pour la tâche extrêmement délicate de percer les couches d'illusions qui obscurcissent la réalité. La méditation, en fait, apprivoise l'esprit. Un objet utile de la méditation devait être un objet qui favorise la pleine conscience. Il doit être portable, facilement accessible et peu coûteux. D'accord ? Elle doit également ne pas encourager des émotions telles que la cupidité, la colère ou l'illusion. La respiration répond à tous ces critères, à bien d'autres encore, et elle est commune à tous les êtres humains. Nous l'emportons tous avec nous, où que nous allions. Elle est toujours là, constamment disponible, ne cessant jamais de la naissance à la mort, elle ne coûte rien. Par conséquent, la pratique de la pleine conscience, par la concentration sur la respiration, peut être effectuée à tout moment et en tout lieu, et c'est facile. D'accord ? Autre chose, l'attention vous fait observer comme un témoin. Ça veut dire quoi ? Au-delà de Jon Kabat-Zinn qui s'est concentré sur les pratiques de méditation pour en tirer les bénéfices dans le monde pratique et stressant d'aujourd'hui, Michael Singer, qui est l'auteur de The Entered Soul, pardon pour l'accent, c'est un professeur spirituel et il a partagé un grand morceau de sa sagesse pour expliquer la pleine conscience d'une manière extrêmement convaincante. Et en fait, Singer, il explique qu'il y a une voix ou un dialogue interne qui se déroule toujours dans notre tête à chaque instant de notre vie. Et comme le dit Singer, il n'y a rien de plus important pour une véritable croissance que de réaliser que vous n'êtes pas la voix de l'esprit. Vous êtes celui qui l'entend. Je répète, vous n'êtes pas la voix de l'esprit, vous êtes celui qui l'entend. Si vous ne comprenez pas ça, vous essaierez de savoir laquelle des nombreuses choses que dit la voix est vraiment vous. En fait, les gens traversent tellement de changements sous principe d'essayer de se trouver, en fait, et ils veulent découvrir laquelle de ces voix, lequel de ces aspects de leur personnalité est vraiment qui ils sont. Et la réponse, elle est extrêmement simple. Aucune d'entre elles. Singer, il explique qu'une fois que vous avez clairement vu la partie perturbée, demandez qui est celui qui voit ça. Qui est celui qui voit ça? Ok? En clair, qui remarque cette perturbation intérieure signifie que vous ne l'êtes pas. Le processus de voir quelque chose nécessite une relation sujet-objet. Le sujet, il est appelé le témoin, parce que c'est lui qui voit ce qui se passe, et l'objet, c'est ce que vous voyez. Dans ce cas, la perturbation intérieure. L'acte de maintenir une conscience objective du problème intérieur est toujours préférable à celui de se perdre dans la situation intérieure. En clair, pour obtenir une véritable liberté intérieure, vous devez être capable d'observer objectivement vos problèmes au lieu de vous y perdre. Nous pouvons facilement voir le schéma dans l'explication de Kabat-Zinn et de Singer. En clair, le schéma habituel, c'est que c'est quelqu'un ou quelque chose de séparé ou de distinct, de notre souffle par exemple, qui doit regarder. Si vous entendez que vous devez vous concentrer sur votre respiration, alors ça signifie clairement que vous n'êtes pas la respiration. Il y a quelqu'un d'autre qui peut observer la respiration. De même, s'il y a des pensées qui se passent dans votre esprit, ok ? Et avec de la pratique, vous pouvez observer ces pensées. Ça signifie simplement qu'il y a quelqu'un qui peut tout observer. Par exemple, notre corps,
notre respiration et nos pensées à chaque instant. Et c'est l'objectif de la méditation, c'est-à-dire entraîner l'esprit à se désengager facilement des pensées. Le véritable avantage arrive lorsque votre esprit silencieux peut entendre les signaux de l'univers pour faire le prochain pas vers la vie. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a pleine conscience sans méditation ? Hélène Langer, la dame qui travaillait à Harvard, c'est l'une des plus grandes chercheuses au monde. Okay ? C'est la première femme professeure titulaire du département de psychologie d'Harvard et la créatrice de ce qu'elle a appelé la psychologie possible, qui consiste à défier les limites de ce que nous percevons comme impossible. Et Hélène se concentre sur une orientation occidentale vers la pleine conscience plutôt que sur une orientation orientale. Et comme elle dit, la méditation, c'est un outil pour atteindre la pleine conscience post-méditative. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont nous y parvenons, que ce soit par la méditation ou plus directement en prêtant simplement attention à la nouveauté, en remettant en question les hypothèses, en étant plus conscient, en étant plus présent, en remarquant toutes les merveilles dont nous n'avons pas réalisé qu'elles étaient là juste devant nous, c'est comme ça qu'en fait on fait de la pleine conscience. Et Hélène, elle a donné la définition de la pleine conscience, non pas dans une perspective de pratique méditative orientale, elle a plutôt adopté une approche très pratique, consistant à être conscient en étant plus attentif à son esprit et aux choses qui l'entourent. Et elle explique que les gens travaillent sans réfléchir, en se basant sur de fausses suppositions, sur eux, sur le monde, et selon ses propres termes, la pleine conscience, elle est omniprésente. En fait, je crois pratiquement que tous nos problèmes personnels, interpersonnels, professionnels, sociétaux, découlent directement ou indirectement de la pleine conscience. Parce que la pleine conscience, c'est défier ses fausses limites. D'ailleurs, selon Hélène Langer, la pleine conscience est un défi et le fait de ne pas accepter les fausses limites assumées par les individus quant à leur capacité est une erreur. Donc pour prendre un exemple, on a déjà supposé que les humains ne pouvaient pas courir le miles en 5 minutes. D'accord ? Au contraire, on disait qu'il était humainement impossible de courir même le kilomètre en moins de 4 minutes. Maintenant, Roger Bannister a dépassé cette limite en 1952. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un record est battu, la limite est repoussée. Mais l'ironie, c'est que la notion de limite persiste toujours. Dans son livre, Langer donne un autre exemple de fausse limite. Elle a demandé à ses élèves quelle était la plus grande distance qu'il était humainement possible de parcourir en un seul élan. Et comme la plupart des élèves connaissaient l'existence du marathon, elle a commencé avec le chiffre du marathon qui est 42 km 195. Okay ? La plus grande distance qu'il est humainement possible de parcourir en une seule course. Certains disaient que ça pouvait être un peu plus, peut-être 50, 60 km. Mais la réalité, c'est que les Tarahumara, qui sont des natifs américains du nord-ouest du Mexique, eux, ils peuvent courir jusqu'à 200 miles. D'accord ? 200 miles. Et Langer, elle dit, si nous sommes conscients, nous ne supposons pas que les limites de l'expérience passée doivent déterminer l'expérience présente. D'accord ? Ça veut dire que si nous sommes conscients, on s'aperçoit qu'on peut dépasser toutes nos limites, parce que nos limites sont faites pour être dépassées. Il existe un autre exemple pour contester les fausses hypothèses de la limite d'un homme. Il y a un monsieur qui s'appelle Goran Kropp. Goran Kropp, il est parti de Suède à vélo pour se rendre dans l'Himalaya et a atteint le sommet de l'Everest sans guide, sans oxygène, et puis il est rentré en Suède à vélo. C'est pas fou, ok ? En fait, le concept de pleine conscience de Langer, il est vu sous l'angle de la psychologie du possible. Toutes les limites sont créées par les êtres humains et la plupart du temps, ces limites sont fausses et s'auto-sabotent. Si vous acceptez sans réfléchir les limites du potentiel humain, alors vous n'êtes pas conscient. La pleine conscience exige un esprit ouvert qui remet en question les hypothèses et qui a besoin de nouveautés. Notre vie est ce que nos pensées font. D'accord ? Marc Aurèle. Une autre façon d'être attentif, comme l'explique Langer ou Langer, comme vous voulez, consiste à poser des questions responsabilisantes. Elle affirme qu'au lieu de se demander « puis-je le faire ?», il faut se demander « comment le faire ?»
Tout le monde peut sentir la différence entre les deux questions. Alors que la première question est un questionnement ou un doute sur la capacité ou la compétence, la seconde approche celle de l'ouverture, quand on essaie d'explorer comment on peut faire quelque chose. L'importance de se poser des questions qui donnent du pouvoir, on ne peut pas les remettre en question. D'ailleurs, Tony Robbins l'a également cité, lui à juste titre, il disait les questions de qualité créent une vie de qualité. Les personnes qui réussissent posent de meilleures questions et obtiennent ainsi de meilleures réponses. D'accord ? Donc, un autre point important, ça veut dire d'abord, on a vu plusieurs choses. Il faut aller chercher le pourquoi. Et maintenant, comment ? Pourquoi je vais faire la méditation et comment je vais la faire ? D'accord ? Et commencez vraiment à réfléchir à comment je pourrais anticiper et réfléchir à mettre en place plus de pleine conscience dans ma vie. Autre chose à retenir, c'est que lorsque nous adoptons consciemment l'orientation du processus, on va se souvenir plus facilement des principes directeurs. Comprenez une chose, dans la pleine conscience, il n'y a pas d'échec, il y a seulement des solutions inefficaces. Donc pour stimuler la pleine conscience, moi je vous suggère de proposer quelques stratégies, ok, et vous les posez comme elles viennent. D'abord, imaginez que les gens puissent voir vos pensées. Juste pensez-y. Imaginez que les gens puissent voir vos pensées. Si vous pratiquiez cette habitude, vous prêteriez beaucoup plus attention à votre esprit. Surtout dans les conversations et surtout dans les réunions. En fait, le fait de penser que les gens pourraient voir mes pensées, cette conscience de soi accrue, ok, améliore votre capacité à accepter de nouvelles idées et à comprendre différents points de vue. Et ça vous sera plus facile de collaborer avec les autres et de trouver des solutions innovantes aux défis de ce que vous vivez dans le monde quotidien, dans votre entreprise, dans votre business ou dans votre couple. Deuxième chose, je vous suggère également le simple truc de remarquer 5 nouvelles choses sur les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude d'interagir ou sur les espaces que vous occupez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Ça va augmenter la pleine conscience. D'accord ? Autre chose que j'aimerais partager, souvent, la pleine conscience traite de la dépression. Langer, elle explique également comment la pleine conscience peut aider à lutter contre la dépression. Comprenez que la principale préoccupation des personnes qui souffrent de dépression, c'est qu'elles pensent qu'elles restent déprimées en toute situation. Mais la réalité, c'est qu'il y a au moins quelques moments dans la journée où elles peuvent se sentir bien. D'accord ? Donc ça devient très rassurant de savoir que les émotions sont variables. Une partie essentielle du travail de Langer sur la pleine conscience consiste aussi à attirer l'attention sur la variabilité. Ça veut dire quoi ? Nous sommes conscients, lorsque nous voyons la variabilité de nos vies, nous sommes plus conscients de ce qui arrive. Okay ? Nous sommes inconscients quand nous ne le faisons pas. Ça veut dire quoi ? En prenant conscience de nos expériences, par exemple, de dépression, que parfois on est variable dans nos émotions, nous pouvons faire plus de choses qui sont associées à un sentiment de bien-être et moins de choses qui nous font nous sentir mal. Le Dalai Lama partage cette sagesse. Il dit qu'on commence à identifier les facteurs qui mènent au bonheur et ceux qui nous mènent à la souffrance. Ensuite, on commence à éliminer progressivement les facteurs qui conduisent à la souffrance et à cultiver ceux qui conduisent au bonheur. C'est comme ça qu'il faut procéder dans la simplicité du monde. Et comme le dit Langer, quoi que vous fassiez, vous le faites consciemment ou sans réfléchir. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord ? Elle affirme que la magie réside dans la prise de conscience de la façon dont nous réagissons inconsciemment aux signaux sociaux et aux signaux culturels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons remettre en question l'idée que les limites que nous supposons dans notre vie sont réelles et donc nous rappeler qu'elles n'existent pas du tout. En ne changeant que subtilement notre façon de penser, notre langage et nos attentes, nous pouvons commencer à modifier les comportements ancrés qui sapent la créativité, qui sapent la santé, l'optimisme et la vitalité de nos vies. Une meilleure vision, une apparence plus jeune, une perte de poids, une plus grande longévité, une créativité accrue ne sont que quelques-uns des nombreux résultats expérimentaux qui sont la conséquence de ces changements subtils. Donc, si vous comprenez ça, vous avez vu à quel point cette pleine conscience, quand vous allez la travailler, c'est pas une petite promesse, ça peut vraiment recalibrer votre esprit. Et vous devez pour ça intégrer que la pleine conscience est un voyage vertical. Ça veut dire quoi ? On peut clairement constater que
Alors que notre monde est de plus en plus connecté sur le plan technologique et progresse à un rythme extrêmement rapide, beaucoup de gens se sentent mentalement déconnectés d'eux-mêmes et des autres d'ailleurs. D'accord ? Tout ça, c'est dû au fait qu'ils courent sans réfléchir derrière tous les autres objets brillants. Ce qui, selon nous, mettra un terme à notre quête pour en faire plus. D'accord ? Donc oui, il est nécessaire d'être beaucoup plus inventif. Il y a un monsieur qui s'appelle Yagi Vasudev. C'est un mystique yogi et qui a beaucoup travaillé sur la pleine conscience. Et lui, il a expliqué la raison d'être des aspirations sans fin des êtres humains à réaliser toujours plus. Et il explique que l'homme ne cesse d'inventer de nouvelles choses pour rendre la vie plus confortable, pour rendre la vie plus amusante. Prenons cet exemple. Autrefois, nos ancêtres se déplaçaient en charrette, à cheval ou à bœuf, d'accord ? Ce qui était plus long et ne constituait pas un moyen hyper confortable de se déplacer. Okay ? Donc, dans l'intention de rendre la vie plus confortable, l'homme, il n'a cessé d'explorer et d'inventer. Et aujourd'hui, nous disposons de véhicules plus rapides. Nous pouvons désormais traverser les pays en quelques heures, tu vois. Et on ne s'arrête pas là. Vous avez peut-être entendu la nouvelle d'Elon Musk, par l'intermédiaire de sa société SpaceX. Il a fait part de son intention de rendre possible le voyage entre n'importe quel pays en moins d'1 heure. D'accord ? Mais pourtant, les humains ne sont toujours pas plus heureux et plus comblés. Malgré tout le confort, malgré toutes les commodités dont on dispose, nos grands mystiques expliquent que les efforts qui visent à ajouter une couche de confort supplémentaire dans la vie d'un homme, de temps en temps, ne répondent pas à l'exigence principale. Ça revient plutôt à une simple croissance horizontale. Il ajoute que, malheureusement, l'homme doté du don précieux de la conscience ne peut ressentir un bonheur ou un épanouissement éternel à moins qu'il y ait un certain progrès vertical. Ça veut dire quoi ? Le progrès vertical signifie qu'il doit y avoir une élévation de la conscience humaine. Il existe différentes façons de progresser horizontalement et verticalement. Okay ? Alors que le progrès horizontal se fait vers l'extérieur et dans le monde matériel, le progrès vertical ne peut se faire que dans le monde intérieur et de la conscience. Sachez une chose, c'est que la pleine conscience, elle implique d'être conscient que votre monde intérieur dans un voyage vertical est important et fournit donc les avantages réels d'une perspective du monde spirituel aussi bien que matériel. Et d'ailleurs, on va examiner ça plus en détail dans les vidéos suivantes. D'accord ? Mais c'est important de comprendre que le but, c'est pas de s'éparpiller à l'extérieur, c'est d'être aligné à l'intérieur. Ok ? Et que ce soit de l'entreprise ou au gouvernement, vous devez comprendre que la prise de conscience de l'utilisation de la pleine conscience, elle doit être partout. D'accord ? Et donc, ce que je veux, c'est à travers cette partie de la vidéo, vous mettre en lumière ce concept de pleine conscience qui était sacré et qui a principalement son origine dans les pratiques spirituelles, religieuses du monde oriental. Mais comprenez qu'aujourd'hui, ça s'impose dans toutes les facettes de la vie moderne du monde occidental. Il existe sans aucun doute des recherches et des preuves scientifiques qui mettent en évidence les énormes avantages qui découlent de la pleine conscience et qui ont déclenché justement sa prolifération dans tous les aspects fonctionnels de notre vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner maintenant rapidement quelques faits qui vous aideront à vous convaincre qu'il y a quelque chose de fondamental derrière les pratiques de pleine conscience qui a suscité son acceptation plus large et qui touche aujourd'hui le monde entier. Premièrement, la pleine conscience au sein du gouvernement. Première chose, le rôle de la vigilance du fonctionnement du gouvernement devient plus important parce qu'il implique l'élaboration de politiques, de réglementations qui ont un impact sur une population plus large. Il y a un monsieur qui s'appelle Tim Ryan, qui est membre de la Chambre des représentants des États-Unis et qui a écrit un bouquin qui est fabuleux, qui s'appelle un best-seller, Mindful Nation, qui déclare que dans les réunions à Washington, la pleine conscience l'aide à gérer ses réactions face à ses pairs, qui peuvent dire des choses pour parfois juste le contrer. Et il a même commencé à organiser des réunions hebdomadaires de méditation pour les membres du Congrès et le personnel des deux partis. C'est logique parce que la méditation, elle aide à développer la capacité de l'esprit à intervenir entre le stimulus et la réaction habituelle. Par ailleurs, Jon Kabat-Zinn a parlé de son expérience d'un voyage au Parlement britannique en 2015
et a déclaré qu'il était étonné de voir que le Parlement britannique avait organisé une session commune de pleine conscience pour ses députés et les représentants de la Chambre des Lords. Il a déclaré que le gouvernement suédois mettait également en œuvre la session de pratique de la pleine conscience. Il n'y a pas que dans les gouvernements. On aperçoit que la pleine conscience arrive aussi dans les écoles. Il a été également rapporté que Tim Ryan a travaillé pour obtenir $1 million de financement pour enseigner la pleine conscience aux écoliers de son district. Je crois qu'il est dans l'Ohio. Et il disait, j'ai vu ce que ça transformait dans les salles de classe. J'ai vu que ça guérissait les vétérans. J'ai vu que ça faisait aux personnes qui avaient un niveau de stress chronique très élevé. Je ne serais pas prêt à m'engager aussi loin si je ne pensais pas que c'est la chose qui peut aider à changer le pays et à changer le monde. Ça, c'était un discours de Ryan sur la pleine conscience, c'est dans son bouquin, Mindful Nation. Donc, vous l'avez noté dans la vidéo précédente, dans la première vidéo, une grande entreprise comme Google a déjà organisé des séances de pleine conscience pour améliorer le niveau de performance et les capacités mentales de ses employés.